continuer à s'installer. Quelques-uns vont nous rejoindre. Alors, volontairement, voilà, pour qu'il y ait un public, voilà, de ce côté-ci. Voilà, merci. Alors, je tiens tout d'abord à remercier vivement le président Jean-Pierre Sueur qui nous a fait l'amabilité d'accepter cette invitation sur une thématique effectivement qui naturellement nous appelait à l'inviter. Et il me faisait part du fait qu'il était très sollicité pour un grand nombre de colloques, mais effectivement, traitant et œuvrant sur un grand nombre de sujets, eh bien c'est normal aussi que l'on puisse le solliciter sur la question, sans la réduire à la question de l'inflation normative, de la mission de lutte contre l'inflation normative, des travaux parlementaires que Jean-Pierre Sueur a pu mener avec Madame la sénatrice Jacqueline Gourault, notamment sur la création d'un Conseil national d'évaluation des normes, une proposition qui a été adoptée le 7 octobre dernier, avec des questions d'évaluation, d'adaptation des normes. Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'enfermer du tout ce propos, mais de laisser la parole au président de la commission des lois du Sénat, qui, par ce regard sur le lien entre loi et normes, va nous apporter un enseignement qui sera complémentaire très largement à tout ce que nous avons pu dire jusqu'alors depuis ce matin, avec à la fois des propos de praticiens et d'académiques, et je pense tout à fait utile et pertinent l'enchaînement ensuite avec la présentation du professeur Catherine Thibierge sur la densification normative. Et je suis ravi de ces 2 heures qui vont permettre effectivement de discuter sur le fond de la norme, de ce lien entre la loi et la norme, des travaux récents du Conseil d'État, dont on a pu parler déjà aussi ce matin, des travaux menés à l'école de droit d'Orléans, au laboratoire de droit privé d'Orléans, avec la force normative, premier ouvrage, la densification normative, le second ouvrage coordonné par Catherine Thibierge. Voilà, donc c'est un moment important d'échange, et le président Jean-Pierre me demandait combien de temps finalement consacrer aux échanges. Eh bien, je dirais le temps que vous trouverez le plus adapté. L'idée, c'est qu'il y ait effectivement des échanges, mais qu'on puisse aussi se nourrir de la réflexion que vous allez nous proposer. Donc n'hésitez pas effectivement d'être aussi dans le jeu de l'interaction et d'essayer de revenir sur des questions qu'on a pu évoquer ce matin ou en début d'après-midi dans les échanges que vous pourriez souhaiter avoir suite à la présentation du président Jean-Pierre Sueur. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Onmé. Je suis très heureux d'être avec vous. Ça marche à peu près, ce micro. Il n'y a pas trop de... Oui, ça va. Ça me fait plaisir d'être dans cette université. Je n'ai pas pu participer aux travaux ce matin, car comme je l'ai déjà expliqué, j'étais à un autre colloque consacré à Charles Péguy. Vous savez que nous sommes par exemple en ce moment exactement au centenaire de la publication par Charles Péguy d'un livre que personne ne connaît plus à Orléans, qui s'appelle L'Argent, et dans lequel Charles Péguy parle des hussards noirs de la République et du palais républicain qu'est l'école normale de la rue de Bourgogne, du faubourg de Bourgogne à Orléans. Donc j'étais ce matin à l'Académie française pour parler des livres de Péguy consacrés à la critique de la poésie, et notamment celle de Victor Hugo. Et hier, à l'université de Marne-la-Vallée, pour parler d'une loi en train de se faire, la loi sur les métropoles et la décentralisation. Et ça me fait plaisir de venir ici parler des normes, puisque j'ai un jour été recruté dans cette université. Il y avait 2 candidats en présence. L'un était un philologue un peu classique, et une autre personne, une chomskyiste fervente. Et finalement, alors que je n'avais aucune chance d'être élu ici, ils se sont réconciliés en me choisissant. J'avais été choisi aussi dans 2 autres universités, mais comme mon épouse était à cette époque-là à Poitiers, on a décidé de venir à Orléans. Finalement, ça a été un bon choix pour la linguistique, parce que ça fait que peut-être vous avez un tramway plus vite à Orléans qu'à Tours, qui est une ville amie, et
et son maire est aussi un ami. Bien. Tout ça pour vous dire que je suis arrivé pour enseigner la linguistique française. Et que la linguistique contemporaine, depuis Saussure, s'est constituée en opposition à l'idée de norme. On a beaucoup parlé de la grammaire normative et de la grammaire descriptive. La langue, elle vit. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ce bruit. Comment? Ah, c'est peut-être parce que j'ai mis le portable. C'est uniquement pour savoir pour l'heure. Mais vous m'arrêterez quand... Oui, c'est ça, très bien. C'est pour l'heure. Donc, la linguistique s'est constituée contre la norme, en considérant que la langue était un fait social qui devait être décrit pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il devait être. L'un de mes amis, qui s'appelle Bernard Cerglini, a écrit un livre fascinant qui s'appelle « L'accent du souvenir ». Ce livre, qui compte environ 160 pages, est consacré à l'accent circonflexe. Et il explique la chose suivante. Lorsque des imprimeurs néerlandais, hollandais, lorsque Geoffroy Tory, par exemple, et d'autres, ont eu l'idée de créer l'accent circonflexe, tous les puristes de l'époque se sont récriés. Il y a de nombreuses citations dans le livre, et ils ont dit que c'était contraire au génie de la langue française, et que cet accent crochu était quelque chose de laid, d'iconoclaste, et qui faisait injure à la langue, à la norme. Lorsque, au XIXe siècle et au XXe siècle, on s'est avisé de supprimer certains accents circonflexes, eu égard au fait que les accents circonflexes sont distribués de manière assez aléatoire. Certains correspondent à une étymologie, à une évolution phonétique, d'autres pas. Aussitôt, les puristes se sont récriés en disant qu'on portait atteinte à la langue française, que la langue française ne saurait être respectée sans ce fameux accent circonflexe. Lorsque Clément Marot, dans sa prison, a inventé cette règle extraordinaire qui fait qu'on accorde le participe passé avec le complément d'objet direct s'il est placé devant le verbe avoir, c'est apparu comme tout à fait incongru et arbitraire. Ceux qui ont dit que ça pourrait peut-être changer sont apparus comme de dangereux modernistes. Et donc, la première des choses que je voudrais dire devant vous, mais vous l'avez sans doute déjà dit et vous le savez bien, c'est que la norme est relative et que toute norme change. Et que toutes les règles changent. Alors, bien entendu, il y a aussi toujours des règles. Et la question de savoir comment les normes sont constituées, comment on se les approprie, comment on les fait respecter, et pourquoi la règle des 3 unités, unité de temps, de lieu, de jour, de sujet, pour Racine, pour Corneille, pour Molière, et pourquoi des vers de 12 syllabes. En même temps, la norme sert à créer. La magie de Racine, c'est que dans cette contrainte qui nous paraît immense, il peut écrire « Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur ». Phèdre, qui est le seul vers de la langue française, qui compte 12 syllabes et 13 mots. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. La deuxième chose que je voulais dire,
c'est qu'il m'est arrivé, car la vie est étrange, de me retrouver de ce fait député du Loiret. Et donc, on m'avait demandé d'ailleurs, mes collègues, que la faculté des lettres fût reconstruite, car elle siégeait dans des baraquements qui n'étaient quand même pas de grande qualité. Et je suis arrivé au Parlement. J'ai été député longtemps, maintenant sénateur depuis un certain temps. Et je réfléchis beaucoup à la loi. Et je vais même faire un colloque au mois de juin 2014, auquel je vous confie, qui s'appellera l'écriture de la loi. Parce que la loi, bien entendu, elle est une règle. Il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. Or, nul ne peut connaître la loi, parce que la loi est prolifique, elle est immense. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question qui fait de moi un adepte du bicamérisme, de la manière dont on écrit la loi, car finalement, la République a voulu que la loi fût écrite, non pas dans leur cabinet de travail par des juristes éminents, mais par des assemblées représentant la nation, dans le feu du débat, le tumulte du débat, la contradiction du débat. Un projet de loi arrive, on en saisit une commission. Elle travaille, on se trouve en séance publique. Et en séance publique, il y a le rapporteur de la commission, il y a le ministre, et après le débat général, on va passer à l'examen du premier amendement au premier article. Un député ou un sénateur va se lever, va présenter son amendement. On va demander l'avis du gouvernement, l'avis de la commission, l'avis du gouvernement. Chacun va pouvoir expliquer son vote et on va voter pour, contre, abstention. Sur un projet de loi, il peut y avoir 20, 100, 300, 500, 1000 amendements. Sur une proposition de loi également. Mais qu'est-ce que c'est qu'un amendement? C'est du scotch. C'est-à-dire que vous avez un texte, et monsieur X, monsieur Sueur, par exemple, ou quelqu'un d'autre, dit « remplacer 3 mots par 5 mots ». Supprimer 3 paragraphes. Ajouter 2 paragraphes. Supprimer ce membre de phrase. Ajouter ce membre de phrase. Supprimer cet adverbe. Ajouter ce déterminant. Et quand vous lisez le fruit de ce travail tel qu'il ressort de manière brute du débat parlementaire, vous avez le sentiment d'un texte balafré. Parce que tous les amendements ne vont évidemment pas dans le même sens. Bien sûr, le rapporteur, le ministre, cherche la cohérence. Mais la cohérence n'est pas là a priori. Et donc, c'est très important qu'il y ait une seconde lecture dans l'autre assemblée. Et puis que ça revienne dans la première. Et que ça retourne dans l'autre assemblée. Ça s'appelle la navette. Tous les gouvernements veulent réduire la navette et veulent mettre en œuvre la procédure accélérée, contre laquelle je suis, sauf exception, sauf urgence absolue. Pourquoi? Parce que on peut faire un colloque entier sur l'inflation législative. Pourquoi y a-t-il une inflation législative? Parce qu'il y a un détournement qui fait qu'on a fait croire à l'opinion que le fait de faire une loi réglait toujours un problème,
Exemple, vous avez un acte crapuleux, un crime odieux qui révulse la France entière qui a lieu, et un président de la République arrive sur le perron de l'Élysée et dit « nous allons faire une loi ». Et quand vous avez 38 lois pénales, c'est pas cela. Il vaut mieux avoir des personnels pour les appliquer, avoir des magistrats, des éducateurs, des agents de prévention, etc. Vous allez visiter la prison d'Orléans, on va vous expliquer qu'il y a beaucoup de sorties sèches, c'est-à-dire qu'une personne a vécu à la prison et se retrouve sur le trottoir, sans travail, sans logement parfois, avec un milieu familial ou affectif souvent détruit. Et alors? C'est pas parce que je vais faire la 42e loi pénale. Donc la croyance que plus il y a de lois, plus on règle les choses. Deuxièmement, tout ministre veut faire des lois parce que il pense qu'ainsi il aura marqué. Et troisièmement, il y a beaucoup de lois pour de bonnes raisons aussi, parce que la réalité est complexe. Je pourrais vous parler d'un article de loi que j'ai rédigé, qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, qui est l'article 13 de la loi de programmation militaire, où je me suis efforcé, je suis président actuellement de la délégation parlementaire au renseignement, de mieux cadrer les autorisations pour l'accès, l'interception des fadettes et de la géolocalisation. Ce qui n'a pas empêché l'ASIC, organisme regroupant Google, Facebook et quelques autres, de déclarer que nous portions atteinte aux libertés personnelles et aux données personnelles, alors que eux vendent tous les jours des milliards de données relatives à la vie privée. Voyez-vous? Donc, je dis cela pour que vous voyez bien que aujourd'hui, un des gros enjeux, c'est bien sûr d'édicter des normes ou des règles au plan européen et au plan mondial, parce que les questions se posent ainsi, et que nous avons beaucoup travaillé sur le droit de propriété, sur le respect de la vie privée, sur la propriété intellectuelle, et que tout cela peut être remis en cause par l'évolution du monde, des techniques, mais en même temps c'est une chance, c'est intéressant, c'est un défi formidable pour les facultés de droit et pour tous les juristes que de travailler à ces questions. Donc la loi, elle est faite de cette manière. Et puis au bout d'un moment, vous avez une commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs dans une salle, 2 colonnes. Ce qu'a voté l'Assemblée, le Sénat. Une réunion préparatoire en général qui ressemble un peu au troc, vous savez. Je te donne ça, tu me donnes ça. Une assemblée ne peut pas avoir raison sur tout. Donc, on passe des compromis. Et puis, la loi est votée. Et j'aime ce travail, ce lent travail de fabrication de la loi, d'écriture de la loi. Mais vous voyez que pour passer du discursif, parce qu'on a voulu faire du normatif à partir du discursif, il faut beaucoup de temps. Un peu comme la mer polit les galets, de manière à faire des normes qui soient correctes. Quand vous êtes législateur, c'est pourquoi je suis contre tout cumul de mandats, radicalement contre. Il faut bien voir que tout mot dans la loi, tout mot que vous allez voter, va s'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou en Polynésie française, ou à Dunkerque, ou à Strasbourg, ou à Perpignan. Et on dit que les lois changent. Elles changent. Mais dans de nombreux domaines, elles durent très longtemps, sans changer. Et par conséquent, cette tâche qui est de faire une norme qui s'appelle la loi, c'est une tâche très noble qui vaut la peine qu'on s'y consacre entièrement. Surtout que de surcroît, il nous revient de contrôler le gouvernement. Donc, la loi est une norme, et vous savez bien qu'il y a bien des malfaçons, y compris quand
quand on travaille beaucoup. J'ai dû faire quelques articles sur l'amendement Accoyer. C'est un amendement qui a été fait pour légiférer sur le titre de psychothérapeute. Et c'est une bonne idée. Que quiconque ne puisse pas mettre une plaque psychothérapeute sans avoir aucun diplôme, aucune formation. Simplement, le débat a été rapté par toute une série de courants, de pensées, qui étaient hostiles à la psychanalyse. Et ça a été quelque chose de terrible qui a duré longtemps, si bien qu'après toutes les lectures, après la commission mixte paritaire, le Parlement a voté un texte contradictoire dans ces termes. Et donc on ne pouvait pas faire le décret d'application. Et il a fallu presque 7 ou 8 ans pour refaire cette loi parce qu'elle s'était chargée d'enjeux très lourds par rapport à la psychanalyse et à la place de la psychanalyse dans la société et à l'efficacité de la psychanalyse eu égard à son coût. Il y a aussi la question des décrets et de l'article 34 de la Constitution que vous connaissez par cœur, ce qui relève de la loi, ce qui relève du décret. Il est vrai que dans nos lois, il y a beaucoup de parties qui ne sont pas de nature législative, soit qu'elles soient de nature proclamatoire. On a fait une loi sur la montagne. Mais c'est assez difficile d'avoir une législation différente pour les terrains en pente et les terrains plats, finalement. Donc, il y a beaucoup de déclaratoires, ce qui n'est pas sans signification politique. Et il y a aussi beaucoup de réglementaires dans la loi, infiniment. Et il y a un autre problème qui tient aux normes, qui tient à une particularité de notre pays, qui est le droit imprescriptible que peut s'arroger tout ministre et tout gouvernement de ne pas appliquer la loi. Pour ce faire, il suffit tout simplement d'omettre de publier les décrets. Vous voyez, par exemple, j'ai fait voter par le Sénat puis par l'Assemblée nationale à l'unanimité. En 2000, ça doit être en 2002, un texte qui avait pour effet de permettre aux filles des femmes à qui le Distilbène avait été prescrit alors qu'il était interdit aux États-Unis, par exemple, et qui ont des grossesses difficiles, d'avoir un congé de maternité aménagé dès leur arrêt de travail. C'est voté. Je reçois les félicitations de l'association des filles Distilbène. Simplement, je dois vous dire ici qu'il fallait 2 décrets d'application. Qu'entre la date de la parution de la loi et la date de la parution des 2 décrets, il s'est passé 5 ans, 6 jours, 6 mois et 14 jours, pendant lesquels j'ai reçu des lettres de femmes qui étaient enceintes, qui disaient « je ne peux pas bénéficier de votre loi ». Et j'ai fini par dire à Roselyne Bachelot, dans le débat sur la loi hospitalière, « allez-vous attendre qu'aucune de ces femmes ne puisse plus avoir d'enfants, donc de grossesse, pour publier le décret ». Alors, nous nous battons là-dessus. Il ne faut pas croire que parce qu'on a voté une loi, le travail est terminé. Il commence. Moi, je trouve profondément scandaleux qu'il faille plus d'1 an pour voter un décret. Pas voter, pour publier un décret. Et je serais même partisan que l'on dise que si un ministre n'a pas publié les décrets au bout d'1 an, il ne devrait plus être ministre. Ce serait un peu choquant aux yeux de certains. Mais je vous assure que c'est un combat permanent. Tout ministre peut décider de ne pas appliquer la loi en omettant de publier les décrets. Et il y a toujours des quantités de bonnes raisons. Et c'est une atteinte à la souveraineté des représentants de la nation.
c'est une atteinte au droit. C'est une atteinte aux droits des Français qui doivent pouvoir bénéficier de ce que dit la loi, ou être l'objet de ce que dit la loi, car il n'y a pas que des bénéfices dans la loi. Mais c'est un vrai sujet que le sujet des lois, décrets, circulaires, arrêtés circulaires. Là-dessus, nos amis du Conseil d'État viennent me voir. Jacques et Richard, voilà, cette année, le Conseil d'État a décidé de faire un rapport, son rapport annuel sur le droit souple. Et j'avais eu l'occasion de participer à une conversation avec Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, qui a failli s'étrangler en entendant cette expression de droit souple. Quand on étudie la linguistique ou la rhétorique ou la poétique, on entend parler des oxymores. Vous savez, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Le droit souple, ce pourrait être une oxymore, ou un oxymore. Parce que, est-il possible que le droit soit souple? Alors, le Conseil d'État est venu, son vice-président, puisque vous savez que le président du Conseil d'État, c'est le Premier ministre, et ils nous ont longuement expliqué leur travail sur le droit souple. Ils m'ont même demandé de leur contribution sur le droit souple, ce que j'ai fait, en disant que c'était là bien intéressant, mais, alors, et que c'était une vraie question, parce que entre le droit et le non-droit, il y a une prolifération d'une zone grise qui est faite de recommandations, de codes de déontologie, d'éthique, de pratiques, de bonnes pratiques. Et puis, il y a quantité d'organismes. Et je veux parler de quelque chose qui prolifère. Il s'agit des autorités administratives indépendantes. Vous savez que nous en comptons environ 50 en France. Et quand il y a un problème, souvent on crée une autorité administrative indépendante. Et je vais vous parler d'ailleurs d'un Conseil national des normes, donc soyez rassurés, c'est quelque chose de tout à fait récurrent. Alors c'est toujours bel et bon, mais je constate aussi qu'on a tendance à multiplier toujours les commissions. Il y a des commissions. Il y a dans les préfectures une personne qui, j'écris un texte là-dessus, qui s'appelle le secrétaire général. Que fait le secrétaire général de la préfecture pendant sa journée? En général, il préside des réunions tout le temps. Il y a des centaines de comités, de commissions consultatives sur tout, la consommation, les sujets les plus divers et variés. Et je vois bien que c'est intéressant de parler du droit souple et de parler de cette zone grise. Mais je tiens à mettre en garde contre ce que j'appellerais la démocratie molle, c'est-à-dire une sorte de magma d'instances en tout genre qui délibèrent constamment, qui sont toujours consultées, qui doivent l'être, et finalement qui ne sont pas toujours proches du citoyen. Et je dis que nous devons faire très attention dans la manière dont fonctionnent nos collectivités locales, par exemple. Si on demande à un conseiller municipal ou à un adjoint d'être tout le temps en réunion, en groupe de travail, en commission, en ceci, en cela, eh bien, on réserve de fait cette fonction à une partie de la population, celle qui a le temps ou la possibilité. Ce fut un grand combat démocratique que celui qui a permis d'instaurer l'indemnité parlementaire. Et de la même manière, je suis partisan de moins de réunions, de moins d'instances, de plus de responsabilité pour les instances qui ont véritablement une densité. Après tout, Montesquieu a bien expliqué qu'il y avait le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire,
Et quelquefois, je m'interroge pour savoir si nous ne sommes pas passés de la séparation des pouvoirs à la confusion des pouvoirs. J'en arrive aux normes pour vous parler de la schizophrénie. Parce que tout le monde, et si vous allez au Congrès des maires, encore il y a 15 jours, Association des maires de France, donc des milliers de maires, il y a une sorte de parole extrêmement articulée qui est la suivante: il y a trop de normes. On croule sous les normes. Mais le même qui l'après-midi va déclarer qu'il y a trop de normes, le matin aura défendu avec zèle une norme nouvelle. Parce que si l'on crée des normes, ce n'est pas pour le plaisir, c'est parce que l'on veut assurer la sécurité, parce qu'on veut respecter la santé, parce qu'on veut respecter l'hygiène, parce qu'on veut protéger l'environnement. Et à cet égard, je dirais qu'il faut bien réfléchir, parce que les croisades anti-normes sont faciles, mais en même temps, notre société demande toujours plus de normes. Alors il y a là une contradiction, un paradoxe, une schizophrénie dont il faut essayer de sortir, bien sûr. Et j'ai été extrêmement frappé par cela lorsque j'ai eu l'occasion de réfléchir à la nouvelle Constitution telle qu'elle a été réformée. Vous savez que dans les récentes réformes de la Constitution, on a instauré un principe de précaution. J'ai voté contre ce principe de précaution pour ma part, et mon éminent collègue, pour qui j'ai une immense admiration, Robert Badinter, a fait un discours très remarquable, vous pouvez le relire, sur l'absurdité qu'il y avait à inscrire dans la Constitution un principe de précaution d'application directe, sans même dire qu'une loi organique explique dans quelles conditions ce principe s'applique. Parce qu'on peut, devant tous les tribunaux, exciper du principe de précaution. Et si on cherche la précaution maximale, il est probable que la société va s'arrêter. Qu'on aurait certainement dit à ce cher pasteur qu'inoculer le mal pour le guérir n'était peut-être pas a priori très précautionneux et qu'il y aurait des dommages collatéraux. Et moi je crois que c'était une erreur que de faire cela, même si on peut naturellement beaucoup en discuter. Alors, le Sénat a organisé des états généraux des collectivités locales à l'initiative de son président Jean-Pierre Bel. Ça a duré 2 jours au Sénat et à la Sorbonne, et après il m'a dit bien il faut faire quelque chose de tout cela. Et c'est pourquoi j'ai proposé, avec ma collègue et amie Jacqueline Gouraud, qui est sénatrice du Loir-et-Cher, pas loin d'ici, avec laquelle nous bataillons actuellement, c'est une parenthèse, pour voir les droits de monsieur le maire de Chambord restaurés face à un établissement public qui tend à considérer que cette commune n'a pas lieu finalement d'exercer quelques pouvoirs, et surtout pas les pouvoirs que lui reconnaît la Constitution et la loi, mais l'établissement public de Chambord est suivi de près par des personnages dont je ne dirai rien, sinon qu'ils ne sont pas des manants, quoi, en quelque sorte. Bien, je ferme la parenthèse. Avec Jacqueline Gouraud, nous avons proposé de faire 2 projets de loi, un sur les conditions d'exercice des mandats locaux, puisque vous savez qu'il y a une ritournelle chez les élus locaux qui consiste à dire il n'y a pas de statut de l'élu. Et quand il y aura un statut de l'élu, je suis contre ce discours.
Parce que depuis 1991, j'ai fait la première loi sur le statut de l'élu, qui a créé des conditions de formation, de retraite, etc. Ça a quand même beaucoup avancé. Ça peut encore avancer. Il ne faut pas croire qu'il y aura un grand soir mythique. Donc cette loi, elle a été adoptée à l'unanimité par le Sénat et l'Assemblée a bien du mal à la voter. Je pense qu'il le fera prochainement. Et nous avons fait un projet de loi sur les normes. Et nous nous sommes dit, alors je précise que mon collègue, Éric Doligé, qui est président du Conseil général du Loiret, qui est sénateur, avait aussi fait un projet de loi sur les normes. Mais lui, il avait d'abord fait un rapport, et il avait demandé au maire de lui indiquer toutes les normes absurdes. Et donc, il a fait une sorte de catalogue et des lois. Alors, par exemple, il y a eu un grand débat sur les handicapés, parce que vous savez bien que pour 2015, il y a un certain nombre de bâtiments qui doivent être mis aux normes, ce qui est pratiquement difficile à faire. Et si on recule dans la loi, les associations considèrent que c'est vraiment un mauvais coup à leur égard. Donc, il y a eu beaucoup de débats. Finalement, on a retravaillé ce texte, il a été adopté par le Sénat, mais il est toujours en attente à l'Assemblée nationale. C'est le cas de pas mal de textes. Hein. Bon. Et entre-temps, nous avons fait un projet de loi, et nous avons même fait après un projet de loi organique, un projet de loi avec Jacqueline Gouraud, pour créer ce que nous avions appelé Haut Conseil dans un premier temps, ce qui est un peu pompeux, et qui est devenu Conseil national. Et la loi a été votée par le Sénat, puis par l'Assemblée. Cette loi s'appelle Loi portant création d'un Conseil national chargé du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales. Nous nous sommes dit, tirant profit du travail mené par Alain Lambert et par Jean-Claude Boulard, notamment, que la bonne solution, c'était de créer un organisme, vous me direz un de plus, mais il nous est apparu absolument nécessaire, qui, en amont, serait saisi de tout projet de loi et de tout projet de décret ou de texte réglementaire qui aurait pour conséquence de changer les normes pour les collectivités locales. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de prendre le problème en amont plutôt que de protester une fois que la chose est adoptée. Donc, c'est adopté. Et ça veut dire que ce conseil va se mettre en place très prochainement, au début de l'année 2014. Ce conseil national sera composé de 2 députés, 2 sénateurs, 4 conseillers régionaux, 4 conseillers généraux, 5 membres des EPCI, de l'intercommunalité, 10 conseillers municipaux, et l'Assemblée a ajouté qu'il fallait qu'il y ait 5 membres d'exécutif parmi ces conseillers municipaux, même chose pour les EPCI, les régions, départements, et 9 représentants de l'État. Ce qui veut dire que l'État, bien entendu, est présent, parce que ce sera normal de l'exclure, et il a une responsabilité évidente, mais la majorité est constituée de représentants des collectivités locales. Le président est un représentant des collectivités locales élu au sein de l'organisme. Ce conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement en amont sur l'impact technique et financier pour les collectivités locales et leurs établissements publics de tous les projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes. On avait prévu qu'il puisse aussi être consulté dans les 72 heures sur les amendements présentés par le gouvernement, mais l'Assemblée a supprimé cela et je pense qu'elle n'a pas forcément eu tort. Il émet un avis sur les projets de texte de l'Union européenne ayant un impact sur les normes applicables aux collectivités locales. Sont exclus de son champ les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale. Alors, le président d'une assemblée parlementaire peut également
soumettre au Conseil national les propositions de loi, qui donc émanent de parlementaires, sauf si l'auteur s'y oppose. Le Conseil est saisi également de tout projet de loi, et ce qui est important, c'est que il dispose d'un délai de 6 semaines à compter de la transmission d'un projet de loi pour formuler son avis, et si l'avis est négatif ou défavorable, sur toute partie du projet, le gouvernement doit lui présenter un projet modifié. Bien entendu, la prérogative du Conseil national s'arrête là. Il ne peut pas faire d'injonction au gouvernement, ce qui, vous le savez, vous êtes des juristes, serait inconstitutionnel. Alors, il y a eu un gros problème. Alors, d'autre part, il peut se saisir, le Conseil national, et il peut se saisir du stock des normes, qui est important. Et il peut faire toute proposition. Alors, je dis ça rapidement, je ne vais pas vous lire toute la loi. Il y a un sujet particulier qui est lié au sport. Parce que vous voyez, quand l'excellente fédération de basket décide qu'il faut changer les tableaux par lesquels on marque les résultats, les points, etc., ça a la conséquence suivante. C'est que dans toutes les communes qui ont un terrain de basket et veulent que celui-ci soit homologué pour les compétitions, ça devient une dépense obligatoire. Or, est-ce absolument nécessaire? Voilà des questions que nous voulons poser et qui seront posées en toute transparence, puisque la saisine du Conseil aura un caractère public. Alors, il y a la question de la publicité des avis rendus par ce Conseil national. On avait écrit quelque chose dans la première loi, mais on avait fait une erreur. Si bien que nous avons fait une proposition de loi organique, parce que les études d'impact contre lesquelles je suis, je peux expliquer pourquoi. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Les études d'impact procèdent d'une littérature grise qui est quelque chose d'assez abominable. Aujourd'hui, c'est une grande idée qu'avait eue M. Renaud Denoy de Saint-Marc quand il était vice-président du Conseil d'État. Il nous avait convié à une réunion en disant, comme disait Peggy à propos de 1789, la lumière électrique est arrivée. J'ai trouvé, il y aura pour tout projet de loi une étude d'impact. Très franchement, je vous invite à lire ces œuvres. On voit bien que dans les ministères, ça a été un véritable pinceau que de faire cette étude d'impact. Et l'idée, c'est qu'il y aurait un discours neutre sur l'impact d'un projet de loi. Or, cela n'existe pas. Vous imaginez que l'on fasse une loi sur les OGM, en disant, après tout, on en mange tous les jours, donc pourquoi persiste-t-on dans des interdictions, etc. Je n'entre pas dans ce débat, vous pensez bien, je suis prudent. Et qu'il y ait une étude d'impact, et qu'il y ait un débat parlementaire. Le premier qui prend la parole dit, cette étude d'impact est partisane, elle n'est pas objective. Et il n'est pas possible qu'elle le soit. Et par conséquent, moi je ne suis pas pour l'étude d'impact, je suis pour développer les moyens d'expertise et du gouvernement et du Parlement, de manière indépendante. Je reviens à la question de la publication des avis du Conseil national des normes. Comme l'étude d'impact est venue par une loi organique, on a fait une loi organique pour dire que de la même manière, les avis du Conseil national des normes seraient annexés à tout projet de loi. C'est-à-dire que quand il y aura un projet de loi, eh bien, tous les parlementaires auront, en même temps que la loi, dans le même document, l'avis qui dira, voilà, eu égard au prix que ça va entraîner, au coût que ça va entraîner, aux contraintes que ça va entraîner, il n'est pas raisonnable de faire ce changement, d'imposer cette norme. Voilà. Mais
ne soyons pas simplistes. Je crois que ce sera mieux de travailler comme ça, parce que ce que nous avons proposé, c'est un processus en amont qui est totalement transparent. La saisine est publique, l'avis est public. Aucun parlementaire ne pourra ignorer l'avis en raison de la loi organique. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise à régler la question d'une société complexe dans laquelle on doit arbitrer finalement, constamment, entre le risque et la précaution. Si la précaution est maximale, ça a des conséquences. Donc il y a un choix. Et ce choix, finalement, c'est peut-être l'essence de la politique, ou l'une des raisons pour lesquelles le travail politique est quelque chose d'utile et d'intéressant. Toujours est-il que les normes ne sont pas l'ennemi, les normes sont protectrices. Et pour ce qui est, dans l'ensemble des normes, des lois, je crois que les lois sont une liberté. Voyez-vous, j'ai dû faire quelque chose d'étrange. J'ai été le rapporteur de la loi organique visant à appliquer l'article 11 nouveau de la Constitution depuis la modification de 2008. C'est un travail extraordinaire parce que dans cette Constitution, on a ajouté, j'ai voté contre, le référendum d'initiative partagée. Et même le président de la République, quand il est allé il y a 3 mois au Conseil constitutionnel, il a dit, et d'ailleurs, une loi sera votée très prochainement, avant la fin de l'année, pour que le référendum d'initiative populaire puisse être effectif. Eh bien, je vous annonce qu'il est effectif depuis hier, parce que de surcroît, le Conseil constitutionnel a dit que notre loi organique était parfaitement conforme à la Constitution. Mais lisons l'article 11 de la Constitution. Vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'il peut y avoir un référendum. Et vous savez pourquoi cette question de la loi organique sur l'article 11 est revenue devant l'Assemblée et devant le Sénat, à 2 reprises devant chaque Assemblée? Parce qu'il y avait une loi sur le mariage pour les gens de même sexe, et certaines personnes parlaient du référendum, qui de toute façon, en l'espèce, ne peut pas s'appliquer à ce sujet-là. Mais c'était une manière de faire ressurgir le référendum. Alors, nos constituants ont fait quelque chose de fabuleux, parce qu'il est dit qu'il faut d'abord une proposition de loi singulière qui doit être signée par 1/5 des parlementaires. Donc c'est la seule proposition de loi qui peut être signée par des députés et des sénateurs. Ensuite, il faut que le Conseil constitutionnel la valide. Jusque-là, ça va. Et ensuite, il faut qu'il y ait 4 500 000 signatures de Français, d'électeurs. Et ensuite, il faut que pendant 6 mois, le Parlement n'examine pas le sujet. Et comme il y a 6 groupes parlementaires dans chaque assemblée et que chacun a un temps réservé, il suffit qu'un groupe parlementaire inscrive le sujet pour que les 4 500 000 signatures n'aient aucun effet. Et si la proposition de loi a été signée par 1/5 des parlementaires, si 4 500 000 Français ont donné leur aval, si pendant 6 mois on n'a pas examiné le sujet, examiné, ça ne veut pas dire voter, s'il n'a pas été inscrit à l'ordre du jour, alors le président de la République organise le référendum. Ça veut dire que ça n'aura pratiquement jamais lieu. Et j'ai fait cela avec la plus grande honnêteté. En particulier, ils ont écrit dans cette loi cette chose qui a mis en émoi les gens du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel contrôle les 4 500 000 signatures. Vous voyez, M. Debré et les 8 autres, sans compter nos anciens présidents de la République, dans un coin qui compte les... Alors,
l'Assemblée, venant au secours du Conseil constitutionnel, a dit une commission contrôle. Le Sénat s'est élevé en disant mais c'est contraire à la Constitution. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui le demande. Nous avons répondu mais le Conseil constitutionnel ne peut pas être contre la Constitution. Et ainsi de suite. Il y a aussi une autre affaire, je vais finir là-dessus, pour les normes. Pour vous dire que finalement, la loi, elle est norme, elle est aussi politique. Et ce qui est intéressant dans la loi, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi je vais faire ce colloque sur l'écriture de la loi, c'est de retrouver la généalogie de la loi et sa géologie. Aucune norme, finalement, n'est un texte lisse. La loi porte les stigmates de son élaboration, des buts témoins, des choses incroyables, mais c'est la vie. Dernier exemple, vous savez qu'on a fait une loi sur la transparence de la vie politique, en raison du mauvais comportement d'une personne, que je ne citerai pas, mais que chacun connaît. Et donc, on a longuement parlé sur la publication du patrimoine des députés et des sénateurs. Pour les membres du gouvernement, c'est publié au journal officiel. Le débat parlementaire a été très compliqué dans les deux assemblées. La commission mixte paritaire a échoué. Donc quand la commission mixte paritaire échoue, on a une nouvelle lecture dans chaque assemblée. Puis le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de dire le dernier mot. Eh bien, le Sénat, après la commission mixte paritaire, je peux expliquer, a finalement choisi, je crois, un choix très raisonnable. On a choisi d'écrire que les déclarations de patrimoine des députés et des sénateurs seront publiées au journal officiel. Point. Et l'Assemblée nationale a été furieusement contre, en raison de questions dont je pourrais parler, mais ce n'est peut-être pas utile, et a dit trouver ce système extraordinaire. Ils avaient voté ça dans un premier temps, que tout citoyen pouvait aller consulter la déclaration de patrimoine de son sénateur ou de son député à la préfecture. Mais que si c'était publié, alors il y a 40 000 € d'amende et 1 an de prison. Alors, on a fini par leur dire, écoutez, supprimez l'année de prison, ce serait déjà un peu moins ridicule. Je me suis battu tant que j'ai pu contre les moulins. Mais la loi que je respecte, c'est la loi de la République, c'est ce qui a été voté par l'Assemblée nationale, alors que ce que avait voté le Sénat est beaucoup plus raisonnable. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans 4 ou 5 mois, nous allons assister à l'application. C'est-à-dire que la loi, la norme, c'est la norme, mais c'est le fruit de rapports de force, de considérations de toutes sortes, en l'espèce. La loi de la République française, c'est que le jour où ça se mettra en œuvre, vous pourrez aller à la préfecture du Loiret. Et 40 millions de Français pourront aller consulter des documents qui, s'ils sont diffusés, se traduisent par 40 000 € d'amende. Et par conséquent, ça ouvrira un matin, 1 heure après, un certain nombre de déclarations, pas n'importe lesquelles, paraîtront dans le journal de Genève ou le journal Le Soir à Bruxelles. Et puis, de proche en proche, ça paraîtra partout. Parce qu'il est impossible aujourd'hui de sanctionner la diffusion de ce qui est universellement consultable. Mais la loi, elle est le fruit de tout cela. Et la loi, elle est un champ de bataille. Elle porte les marques du champ de bataille. Et en même temps, quand je regarde la statue de Portalis qui est au Sénat, et quand, souvent finalement, on réussit à faire de la belle prose juridique, loi de 82, les communes, les départements, les régions s'administrent librement par des conseils élus.
on ressent un véritable bonheur. Donc, entre le champ de bataille et la beauté cristalline, la pureté de la norme que chacun comprend, il y a ce champ de la politique, de la citoyenneté et de la démocratie. Et je vous remercie d'avoir bien voulu écouter tout cela.